Vous posez la question d'une détérioration de la qualité de l'information sensible sur le réseau. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des changements de règles de la plateforme qui ont contribué à une perte de lisibilité de l'information sur la plateforme. Qu'est-ce que j'entends par là et quel changement de politique en particulier? Le premier, le plus important, c'est le changement de politique lié à la coche bleue. Sur X, autrefois Twitter. Cette petite coche bleue qui autrefois était adossée aux comptes qui étaient soit des comptes notoires, des comptes d'intérêt public, des comptes authentiques reconnus par la plateforme comme telle. Aujourd'hui, cette coche bleue, elle est disponible sur abonnement. Donc, il suffit de payer pour l'avoir. Et ce qu'elle offre aux comptes qui s'en saisissent, c'est une visibilité plus grande sur la plateforme. Les contenus sont promus. Et puis, quand même, une apparence de légitimité pour les internautes qui ne comprendraient pas finalement, à quoi correspond cette politique et à quoi correspond cette coche bleue. Nombreux colporteurs d'infox connus se sont saisis de cette coche bleue. Aujourd'hui, s'en servent pour diffuser de manière beaucoup plus efficace, puisqu'encore une fois, les contenus sont promus. Et avec ce semblant de légitimité, leurs fausses informations sur la plateforme. On l'a observé pour des sujets comme les vaccins, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et malheureusement, cela se confirme avec le conflit entre Hamas et Israël. Le deuxième changement de politique qui est important de mentionner et qui a contribué à cette perte de lisibilité, c'est le retrait des labels sur les comptes qui appartiennent à des médias d'État qui diffusent de la désinformation. Autrefois, vous aviez un petit label qui disait « médias appartenant à un État ». Et puis, ces labels ont disparu. Et vraiment, dans les semaines qui ont suivi le retrait de ces labels, on a observé un pic de l'engagement avec ces comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les partages, les likes, ces contenus ont été beaucoup plus viraux. Et donc, ce qu'on a observé, on a fait un rapport chez NewsGuard sur ce sujet précisément. Et dans le détail, on a observé une augmentation de l'engagement avec des comptes appartenant à des médias d'État russes, chinois et iraniens en anglais. On a vu l'engagement avec ces comptes bondir de 70% dans les semaines qui ont suivi ce changement de politique. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est que Twitter a, semble-t-il, diminué de manière drastique ses équipes de modération des contenus et lié au suivi de ce qui se passe en termes de désinformation sur la plateforme. Twitter s'est retiré du code de bonne pratique contre la désinformation de l'Union européenne, auquel nous sommes signataires chez NewsGuard. Donc autant de signaux qui sont évidemment inquiétants. Ce dont on s'est aperçu très rapidement, vraiment, dès samedi, dès le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas contre Israël, c'est que les réseaux sociaux et les sites internet ont été inondés de fausses informations. Dès 3 jours seulement après l'attaque du Hamas, nous avions recensé 14 fausses informations qui avaient rassemblé 22 millions de vues sur X, sur TikTok et sur Instagram. Aujourd'hui, donc une semaine plus tard, on a déjà recensé et décrypté une vingtaine de fausses informations. Ça va très très vite. Ce qu'on observe, ce sont à la fois des techniques bien connues qu'on a observé déjà lors de la guerre en Ukraine, des images, des vidéos qui vont être sorties de leur contexte ou qui vont être présentées comme appartenant à ce conflit alors qu'en fait elles sont issues d'autres conflits, d'autres terrains de guerre. On va observer aussi des images de jeux vidéo qui vont être présentées comme réelles et comme ayant été prises lors de ce conflit. On a des documents falsifiés, tout simplement photoshopés, des mémos de la Maison Blanche par exemple. Donc des techniques assez simples, assez artisanales, mais qui font déjà beaucoup de dégâts. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est de constater que certaines images vont être utilisées pour nourrir
à tort des récits faux, parfois de manière contradictoire pour nourrir des récits qui disent l'inverse. Donc je vous donne un exemple. On a cette image qui a circulé d'un enfant au sol dans une flaque de sang et qui a été présentée par certains comme la preuve que Israël mettait en scène la mort d'enfants israéliens et de l'autre qui a pu être présentée comme la preuve que le Hamas mettait en scène la mort d'enfants palestiniens. Et ben, les deux sont faux, les deux récits sont faux. Cette image, en fait, elle est extraite d'un court-métrage qui a été tourné bien avant la guerre entre Israël et le Hamas, et donc ce sont des images juste des coulisses d'un film. Mais donc ça montre bien à quel point l'instrumentalisation d'images qui n'ont rien à voir avec le conflit peut aller très vite. Ça prend du temps pour nous, journalistes, de vérifier l'information, d'arriver à voir ce qui est faux, ou ce qui est juste pour l'instant non prouvé, ou sorti de son contexte, ou trompeur, etc. Ça prend du temps à l'expliquer, et la difficulté, évidemment, c'est de cette course contre la montre pour essayer de prouver qu'une chose est fausse ou véritable, alors même qu'elle est déjà virale sur les réseaux sociaux. Quelques petits éléments qu'on peut mentionner, c'est malheureusement la forte présence des enfants dans les fausses informations qui circulent, des enfants, des bébés, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est très sensible, ça nous touche tous au plus profond, et donc parmi les contenus les plus viraux relayant de fausses informations, on a malheureusement souvent des images d'enfants. Et donc, comment on a, nous, essayé de contrer ces fausses informations? Ce qu'on a essayé de faire, parce que c'est en tout cas de renseigner, d'aller vérifier les informations au fur et à mesure, au plus vite. Et puis, d'aller renseigner les internautes sur les sources qu'ils lisent, que ce soit des sites internet, des comptes sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? C'est notre démarche depuis toujours chez NewsGuard. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, on s'en rend compte, les colporteurs de fausses informations sont souvent des multirécidivistes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ceux qui diffusaient de fausses informations sur l'Ukraine, qui diffusaient auparavant de fausses informations sur le Bataclan, qui diffusaient auparavant de fausses informations sur la guerre en Syrie, diffusent aujourd'hui, s'engouffrent dans la brèche et diffusent aujourd'hui de fausses informations sur ce qui se passe au Proche-Orient. Donc c'est important de les identifier pour pouvoir surveiller leurs récits et aller les décrypter au fur et à mesure. La dernière chose que je dirais, c'est que ce qu'on voit depuis le début du conflit, c'est, comme je le disais, des techniques assez artisanales finalement, des images qui sont bien réelles mais juste sorties de leur contexte ou présentées à tort, ou on va avoir des vidéos qui vont être sous-titrées dans une autre langue avec une fausse traduction, mais la vidéo elle est bien correcte, et ces choses-là bien artisanales font déjà beaucoup de mal. Donc ce que l'on craint évidemment, c'est ce qui va se passer si des images créées de toutes pièces par intelligence artificielle commence à inonder nos réseaux, puisque là, ça sera d'autant plus difficile de répondre, bien évidemment. Moi, je suis journaliste, donc ce n'est pas trop ma place d'aller commenter les textes de loi et l'effet positif ou négatif qu'ils peuvent avoir. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que effectivement, depuis plusieurs années, l'Union européenne se dote de nouveaux outils pour combattre cette nouvelle menace. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que tout ne doit pas venir de la régulation. Évidemment, il y a toujours la question de la transparence des plateformes qui est essentielle, notamment en ce qui concerne ces algorithmes de recommandation, puisque c'est ça le véritable problème, c'est quels contenus vont devenir viraux, pourquoi, et pas forcément leur présence à ces contenus sur les réseaux. Et puis, ce qui est important aussi aujourd'hui, je pense, c'est pour nous, la société civile, les entreprises comme la mienne, les enseignants, etc., c'est donner finalement un supplément d'information aux internautes. Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui? C'est que les internautes aient des informations
sur les sources qui leur donnent leurs informations. Donc ça, c'est ce que nous, on va faire chez NewsGuard. Et ce qui est essentiel aussi, c'est qu'ils apprennent à lire ces informations, qu'ils apprennent la lecture latérale. Quand vous voyez une information un petit peu suspecte, allez la vérifier ailleurs. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on est dans un monde où il y a une multiplication des sources d'informations, certaines que l'on connaît, d'autres dont on ignore tout, et qu'il y a une multiplication des contenus tout simplement, qui fait que c'est très difficile de tout vérifier, de tout certifier. Donc il faut aussi que les utilisateurs apprennent, développent leur résilience à la mésinformation. Et ça passe par l'éducation aux médias, pour les jeunes, mais pas que. C'est important que toutes les classes d'âge se sentent concernées par ce problème. Beaucoup de fausses informations sont relayées par les personnes âgées aujourd'hui. Et donc, c'est cette question de l'éducation aux médias, elle est cruciale aujourd'hui, notamment, et j'en parlais juste avant, dans un monde où demain, vous aurez des images qui vont être générées de toutes pièces, donc dont vous allez mettre en cause la réalité tout simplement. Et puis dans un monde où demain peut-être des acteurs malveillants vont pouvoir jeter le doute sur un contenu en disant qu'il s'agit d'un contenu généré par IA alors qu'il s'agit d'un contenu bien réel. Donc dans ce monde-là, il faut que les gens soient dotés d'un doute méthodique, apprennent à faire le tri, à se poser les bonnes questions pour qualifier les sources. Le plus ça va être sensationnaliste, surprenant, choquant, le plus il va falloir vérifier que ça a été relayé ailleurs, pourquoi, si c'est pas le cas, etc. Donc je pense que permettre ces questions sans que les générations de demain remettent tout en doute, parce que le doute absolu n'est pas non plus souhaitable, c'est ça le secret, je pense, c'est ce sur quoi il va vraiment falloir travailler dans les années qui viennent. L'éducation aux médias à tous les âges, dans tous les lieux.